Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition du mercredi 20 août. Merci de rester fidèle au journal de TNTV. Au sommaire ce soir, un témoignage, celui d'une mère. Elle réclame le retour de ses enfants placés en famille d'accueil. Un placement qui fait suite à une affaire de mœurs impliquant le père. Elle l'accuse d'attouchement sur l'une de ses deux fillettes. Aujourd'hui, l'avocat de l'ex-compagnon répond à ces accusations. Il s'appelle Ukyo, il a 2 ans et c'est le premier chien d'assistance judiciaire au Fénois. Le Golden Retriever a été présenté cet après-midi au palais de justice. Son rôle, accompagner les victimes tout au long de la procédure judiciaire. Ukyo a été confié à l'APAGE, l'association polyvalente d'action socio-judiciaire de Polynésie. Sa directrice Cécile Moreau est notre invitée ce soir. Les Raromatei s'acheminent-elles vers un nouveau statut? C'est en tout cas le combat des maires depuis de longs mois. Un projet de collectivité territoriale soutenu par la sénatrice Lana Tetuanui. Elle a choisi de s'adresser directement à l'État face au refus du pays, selon elle. Et puis la fierté pour le Fénois après la victoire de Tahiti aux mondiaux de Va'a au Brésil. Nos rameurs ont confirmé leur domination dans la discipline jusqu'au dernier jour de compétition. Ils ramènent à la maison pas moins de 21 médailles. L'affaire avait été médiatisée il y a 15 jours. Une mère a contesté le placement de ses enfants en famille d'accueil. Une décision prise après des accusations d'attouchement sexuel. Le père est mis en cause. Si ce soir la mère réclame toujours le retour de ses enfants, l'avocat de l'ex-compagnon a décidé de répondre. Nicolas Pérez, maire Théato. C'est par la voix de son avocat que le père de famille, accusé d'attouchement sur une de ses 2 filles par son ex-compagne, souhaite s'exprimer. Une sortie motivée aujourd'hui par les accusations de cette mère de famille qui ont été relayées par la presse. Dans la longue interview de la maman, il y a des choses qui ne sont pas exactes. De dire le père n'a jamais reconnu les faits, et ce depuis le premier jour déjà. Et je crois avoir entendu... je n'ai pas la formule exacte, mais qu'effectivement, le juge d'instruction aurait pu reconnaître ou dire à la mère que non, mais les enfants ne mentent pas, ou ça serait la vérité. Enfin, ça, c'est pas possible. Je veux dire, un juge d'instruction, qui est un magistrat, évidemment, qui prend les plus grandes précautions vu les faits qui sont dénoncés, ne peut jamais dire quelque chose comme ça à la mère. Ça me paraît totalement aberrant. Une affaire également relayée cette semaine par la députée Nicole Sanquer sur ses réseaux sociaux. Cette dernière évoque un courrier adressé à la ministre des Solidarités, Minary Galnon, pour que, je cite, « que chacun mesure la gravité de la situation et l'urgence d'y apporter une réponse ». Qu'un député de la République, quelqu'un qui vote les lois, est censé quand même les respecter, les appliquer, puisque ça résulte de ses décisions et celles de ses collègues, vienne directement interpeller, donc je disais, un ministre en disant ben voilà, moi je prends clairement le parti de la mère, en faisant fi totalement des règles de droit les plus, à mon avis, élémentaires, c'est-à-dire de dire, bon, on va quand même prendre des précautions, peut-être alerter, mais pas comme ça en place publique, etc. Je suis très étonné. Une situation, selon lui, difficile pour son client. Mais il n'en peut plus. Je dis, moi j'ai un papa qui n'en peut plus. Je veux dire, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on avait lancé au début une procédure de divorce, qui est finalement un peu l'origine de tout ça, et qui a été privé de ses droits sur ses enfants pendant, comme je l'ai dit, des mois et des mois et des mois, qui répond à toutes les convocations de justice, et il se plie à tout ce qu'on lui demande de faire, les expertises, les auditions, enfin tout ce que le juge d'instruction estime nécessaire pour la manifestation de la vérité. Souffrance aussi du côté de la maman, privée aussi de ses enfants. Après 21 jours d'une grève de la faim qui l'a conduite à l'hôpital, elle est aujourd'hui hors de danger. Mais elle maintient ses accusations. Oui, bien sûr, je les maintiens, que ce soit contre les institutions, que ce soit contre mon ex-mari. Je ne reviens pas dessus et je ne regrette pas ce que j'ai dit et je le réitérerai. Après s'être exprimée publiquement, la maman souhaite rallier d'autres familles à son combat. J'ai 2-3 familles qui m'ont appelé, qui veulent qu'on se rencontre parce qu'ils ont les mêmes problèmes avec d'autres DSFE ou d'autres juges, parce que voilà, et qui aimeraient qu'on monte un genre de collectif, qu'on monte peut-être une pétition, quelque chose pour qu'il y ait plus de poids et puis que pour toutes ces familles qui restent dans le silence en sortent et qui se disent ils ne sont pas tout seuls.
Placées en foyer d'accueil depuis le début de l'année, les 2 petites filles restent les victimes collatérales de cette situation. Jusque-là, Annabelle me demandait tout le temps quand elle rentrait, qu'elle voulait rentrer, qu'elle avait passé assez de temps au foyer, que c'était bon, qu'il fallait le dire au juge. Maintenant, elle n'ose même plus me le demander, quoi. Elle fait résigner. Et moi, je ne sais plus quoi lui dire. J'essaie de ne pas trop les mêler à ça parce qu'elles ont déjà assez de soucis comme ça. Elles sont coupées de leur famille, elles sont dans un foyer, elles passent leur anniversaire et tout ça au foyer. Donc j'essaie au plus de ne pas trop les mêler à ça. Selon des sources proches du dossier, l'instruction devrait s'achever en début d'année 2026. Le procès, quant à lui, ne pourrait se tenir avant 2027. Il sera désormais la nouvelle mascotte du tribunal de Papeete. Ukyo, un chien d'assistance judiciaire, fait son entrée au palais de justice. Les présentations ont été faites aujourd'hui en fin d'après-midi avec ses nouveaux collègues de travail, les juristes et les magistrats. Le tout jeune Golden Retriever accompagnera les victimes physiques ou sexuelles dans leurs procédures judiciaires parfois très douloureuses. Un dispositif qui a mobilisé de nombreux acteurs au Fénois, dont La Page, et j'ai le plaisir de recevoir ce soir sa directrice en plateau, Cécile Moreau. Yaorana. Yana. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes donc à la tête de La Page, l'association polyvalente d'action socio-judiciaire de Polynésie. Vous venez en aide à la fois aux victimes, mais aussi aux auteurs d'infractions pénales. C'est grâce à vous, entre autres, il faut le dire, et à votre volonté que Ukyo est présent sur le territoire. C'est une belle avancée en matière d'aide aux victimes. Oui, on l'espère en tout cas que ça apportera du soutien et une forme de soulagement à toutes les victimes qui ont à témoigner devant les juges ou devant les forces de l'ordre. On sait que révéler les faits, parler de ce qui s'est passé, c'est un des moyens pour arrêter qu'ils se reproduisent. Si on peut aider les victimes bien souvent traumatisées et stressées à la perspective de ces auditions, c'est le moins qu'on puisse faire. Ukyo est le premier et le seul chien d'assistance judiciaire en Outre-mer. On imagine que ça a été un long combat pour qu'il vienne ici officier sur le territoire. Alors, combat, quelles ont été les démarches le bon mot, mais oui, il a fallu déjà postuler au bénéfice de ce chien. Alors, ça fait longtemps, hein, dès le projet pilote et avant même la convention nationale, on s'est rapproché de France Victimes en indiquant qu'on était intéressé pour être dispositif pilote sur ce projet. On n'a pas été retenu à cette époque-là, notamment parce que sur un projet pilote, prendre autant de risques et faire venir un chien à l'autre bout du monde, c'était un risque important pour le projet. Mais à partir de 2022, on est revenu sur la construction même du projet. On a pris contact avec France Victimes, qui est un des signataires de la convention, avec le ministère de la Justice, et on a pris contact avec Andy Chien. Et avec Andy Chien, nous avons commencé à monter le projet. Je me suis formée sur le montage de projets spécifiques pour postuler au bénéfice d'un chien d'assistance judiciaire. Et puis après, ça a été, comme vous l'imaginez, un travail de longue haleine avec le soutien de la Cour d'appel, avec les autorités locales aussi pour permettre l'arrivée de ce chien. L'arrivée d'Ukyo sur le territoire. Avant sa venue au Fénois, Ukyo a récemment officié auprès des victimes du pédocriminel Joël Le Squarnec en France, un procès où il était en phase test. Ukyo est finalement un tout jeune débutant. Oui, je pourrais assimiler ça. Alors, il a intégré l'organigramme de La Page, c'est un nouveau salarié et je dirais qu'on a recruté un jeune diplômé. Ukyo, il a les connaissances techniques, mais il n'a pas encore été mis en situation réellement en dehors de ce procès, le Squarnec. Ses premières situations ici. Il va vivre ses premières situations. Il a été formé pendant de longs mois avec la structure Andy Chien, donc il connaît les commandes, il connaît la façon de réagir et de se comporter dans un tribunal. Pour autant, pour l'instant, il n'a pas assisté de nombreuses victimes, mais les premières missions qu'il a accomplies sont plutôt encourageantes. La phase test a été très encourageante. Et qu'est-ce qu'un chien d'assistance judiciaire apporte concrètement aux victimes ? Quelles sont ses capacités ?
Alors déjà, un chien d'assistance judiciaire est sélectionné pour son comportement calme, sa capacité à rester pas forcément immobile, mais en tout cas non stressé, sur une position assez figée ou relativement figée pendant un certain temps, parce que le Labrador ou le Golden, en l'occurrence, EQ est un Golden, et en capacité, aime les humains et en capacité d'aller vers eux. Ça, c'est travaillé. Et il repère en fait les sensations des gens stressés et a tendance à y aller. L'idée, c'est de déstresser les gens, justement. Oui, ça fait office de média, c'est-à-dire que ça vient favoriser la communication avec l'autre en faisant baisser le degré de tension. Alors, UQ est amené à rester sur le territoire. On parle de l'accompagnement que lui va apporter aux victimes, mais quel accompagnement, lui, on va lui apporter? Alors, lui, on va en prendre soin, parce que on ne va pas avoir un deuxième chien d'assistance judiciaire d'aussitôt. C'était un vrai parcours effectivement du combattant pour qu'il arrive. Il est pris en charge. Il est pris en charge par 2 personnes qui sont éducateurs canins ici et qui conserveront le chien en soirée et le week-end, ce qui nous permettra de garder le bénéfice de la formation handi-chien, de d'entretenir les acquis. Actuellement, ces formateurs handi-chiens sont sur le territoire. Ils ont formé les 2 éducateurs et moi-même le week-end dernier. Et demain et après-demain, ils s'attacheront à former les salariés de la page qui auront vocation à intervenir aux audiences pour accompagner le chien, aux audiences et aux auditions. Alors, il faut le dire, si UQ est au Fénois, c'est bien parce que les faits de violence sur mineurs, notamment, sont fréquents et graves au Fénois. Est-ce que vous pouvez faire le point sur la situation? Les dossiers sont de plus en plus nombreux en 2025? Oui. Alors, en 2025, je ne sais pas, mais sur les dernières années, on a constaté une véritable évolution. On a presque doublé sur les 5 dernières années le nombre de mineurs qui nous sollicitent. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a plus de violences qu'avant, ça veut dire simplement qu'elles sont plus révélées. Mais ce qui signifie aussi qu'il y a plus de judiciarisation et que donc il y a besoin de davantage d'accompagnement. Voilà. Je voudrais juste dire quand même qu'on remercie ce chien s'y est arrivé. C'est en partie grâce aux autorités judiciaires, au travail de la page et des différents partenaires. Je voudrais quand même remercier ATN aussi qui a assuré l'accompagnement et le voyage de ce chien jusqu'à Papeete, très gentiment et sans contrepartie. Merci beaucoup Cécile Moreau d'avoir été notre invitée ce soir. Je vous en prie. Justice en bref à présent avec une affaire exclusivement entre avocats de Papeete. Maître Kinsler a attaqué l'élection de 2 consoeurs au Conseil de l'Ordre des avocats. La Cour d'appel lui a donné raison. L'élection outrageusement irrégulière selon Maître Benoît est donc annulée et tous devront donc revoter. Une première qui fait désordre au Conseil de l'Ordre. Tous les détails sont à retrouver sur notre site tntvnews.pf. Ils veulent gagner en autonomie politique et financière. Les maires des Raromatei réaffirment leur volonté de devenir une collectivité à part entière. Un projet soutenu par la sénatrice Lana Tetuanui qui a choisi de s'adresser directement à l'État face au refus du pays, selon elle. Les explications de Jessica Doucet. C'est une idée qui trotte depuis 2 ans chez les Tavana des îles sous le vent, gagner en autonomie politique et financière par rapport à Tahiti. À l'unanimité, les 7 maires demandent désormais la création d'une collectivité territoriale à part entière avec leurs propres compétences. Pour porter ce projet auprès des plus hautes instances, ils ont mandaté la sénatrice Lana Tetuanui. Ce n'est pas du tout une quête personnelle, pas du tout. C'est bien un projet monté et soutenu par l'ensemble des élus de Raromatei aujourd'hui. Selon elle, plusieurs facteurs expliquent cette décision. Le refus réitéré du gouvernement local d'élargir les pouvoirs des communes, la lourdeur des démarches pour obtenir des financements, mais aussi la répartition jugée inéquitable des taxes touristiques. En termes de retombées touristiques pour l'ensemble de la Polynésie, 60%
60% des retombées économiques venant du tourisme viennent de Raromatei et sont reversées directement dans le pot commun aujourd'hui. Et ensuite, quand nous voulons du soutien, un soutien financier en provenance du pays, il faut presque qu'on aille mendier même pour qu'on puisse recevoir un peu un soutien financier aujourd'hui. Loin de toute revendication indépendantiste, la sénatrice et les Tavana assurent au contraire vouloir affirmer leur ancrage dans la République. Puisque certains s'amusent aujourd'hui à aller à l'ONU demander l'indépendance de la Polynésie, nous ne reconnaissons pas dans cette quête de l'indépendance. Nous voulons et nous affirmons notre volonté de rester rattachés à la République française aujourd'hui. En matière de développement, les élus rappellent plusieurs projets prioritaires comme la transformation de l'aéroport de Eyatia en hub régional afin de renforcer le tourisme et de faciliter les échanges avec les cousins du triangle polynésien. La balle est désormais dans le camp du ministère des Outre-mer, à qui il reviendra de répondre à cette demande historique. Avis aux parents maintenant. Sachez que les inscriptions sont ouvertes au Conservatoire artistique de Polynésie. Cette année, près de 150 nouveaux élèves sont attendus sur près de 2000 inscrits chaque année. Une rentrée, mais aussi des nouveautés annoncées par le directeur du CAPF. On voit cela avec Sam Teinaouri. Les inscriptions en ligne n'incluant pas toutes les disciplines, de nombreux parents sont venus tôt ce matin pour inscrire leurs enfants. De 1888 élèves inscrits l'année dernière, le conservatoire passe à plus de 2030 élèves, soit 150 inscriptions en plus. La majorité est enregistrée en art traditionnel. Effet heiva ou appétence pour la culture maori, cet engouement s'observe même dans les enseignements les moins prisés. On a de plus en plus d'éléments sur, on va dire, les adolescents et les adultes. Ce n'est pas une obligation pour eux, mais certains en fait, commencent à s'intéresser et à venir assister aux classes de Himine. C'est surtout le travail du conservatoire auprès des établissements scolaires qui paie. Cette année, son directeur lance le projet Orchestre à l'école. Les enseignants iront gratuitement dans un établissement scolaire pour partager leur savoir. On va choisir une école de la côte Est, plutôt vers Hitiaotira. Parce que c'est un public qui est assez loin du conservatoire et qui, dans la cartographie qu'on a fait, très peu d'enfants viennent de cette commune. Donc on va intervenir dans cette commune, on va travailler avec une école et mettre en place l'orchestre à l'école. Ce n'est pas pour tout de suite à la rentrée, on espère pouvoir le concrétiser au mois de janvier. Les inscriptions se dérouleront sur 3 jours, la dernière étant consacrée aux nouveaux arrivants. Nous saurons alors si le chiffre de 150 nouvelles inscriptions sera dépassé. Tahiti au sommet après sa victoire écrasante lors des mondiaux de Va'a au Brésil. Nos rameurs ont tout donné jusqu'au dernier jour de la compétition. Une fierté pour la Polynésie. La délégation ramène 21 médailles, dont 13 en or au pays. Retour sur ce dernier jour de triomphe avec Oriano Tefao. Tahiti, you are World Champions 2025. Dernière journée de compétition, dernier coup de rame et 2 nouvelles breloques pour Tahiti. En V1, vétéran 50 ans, Rohiri Varuahi livre une course acharnée. Après 1h28 d'efforts, il s'empare de l'argent. Le titre mondial revient au rameur des îles Cook, Ruben Dirlov. Il devance le Tahitien d'1 minute 31. Le Brésilien Carlos Filo complète le podium après de 4 minutes. Place ensuite à la course reine, la V6 Open Home sur 24 km. 16 équipages au départ, un peloton groupé, puis les Tahitiens d'Enviropol accélèrent après 5 km. En tête, ils ne relâchent pas leur effort et franchissent la ligne d'arrivée en 1h46, soit 41 secondes devant les Brésiliens. Les Pasquans prennent la 3e place en 1h48. Bilan triomphal pour la délégation polynésienne, 21 médailles dont 13 en or, 5 en argent et 3 en bronze. Ils survolent le classement général devant un surprenant Brésil et le Canada. Prochain rendez-vous, Singapour en 2026 pour les mondiaux de VA en vitesse cette fois-ci.
Et c'est sur cette victoire que se termine ce journal. Juste après, retrouvez Initiative Fénois le Mag, suivi d'un nouvel épisode de Painou à la dérive, consacré à Temanihi Tepa, le double miraculé de la mer. Enfin, retrouvez la série Unforgettable. Très bonne soirée sur TNTV. À demain pour de nouvelles actualités. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.